on est sur le Maillé-Brézé, donc situé quai de la Fosse, juste au niveau de la gare maritime à Nantes, et juste en face du site des Machines de Lille. Donc, il porte le nom de Armand de Maillé, marquis de Brézé, duc de Fronsac, donc, qui était le premier grand amiral de la marine française donc, au XVIIe siècle. Et le Maillé-Brézé, c'est un navire qui a été construit entre 1953 et 1956 à Lorient, pour une prise de fonction en 1957. À l'origine, c'est un navire anti-aérien. Il était basé en mer Méditerranée. Et donc ça, c'est sa première carrière. Et ensuite, en 1968, donc, il est remonté à Lorient pour être transformé en escorteur anti-sous-marin. Donc il est passé d'une configuration en défense aérienne à une configuration anti-sous-marin, donc doté notamment donc, des dernières technologies en matière de sonar et d'armement anti-sous-marin. Donc vous avez peut-être vu les roquettes, les torpilles, et puis le missile qui est juste derrière moi, qui est un missile anti-sous-marin. Et puis il assurait aussi des missions de service public, parce que j'aime bien expliquer aux visiteurs de musées que la Marine nationale ne fait pas que la guerre. D'ailleurs, ce bateau n'a jamais fait la guerre. On est un objet du quotidien, donc souvent les gens sont habitués à nous voir, mais parfois c'est souvent les nouveaux Nantais qui viennent avant ceux qui sont là depuis longtemps. Donc en 1983, il y a une association qui s'est fondée, donc Nantes Marine Tradition. Et à cette époque, donc dans les années 80, on savait que les chantiers qui sont basés donc juste en face allaient fermer. Et donc pour conserver la mémoire de la construction navale à Nantes, il y avait la volonté de conserver un navire ici. Et donc l'idée, ça a été de trouver des bateaux qui ont été construits à Nantes, dans les chantiers navals, pour pouvoir animer donc, les quais de la Fosse. Et donc il s'avère qu'en 88, la Marine nationale désarmait les 18 escorteurs d'escadre, dont 3 ont été construits donc, à Nantes, le Cassard, le Guéprat et le Tartu. Donc ont été construits juste en face, là, aux ateliers et chantiers de Bretagne, sortis sur la cale numéro 2, juste en face du Maillé-Brézé. Et donc là, l'association aurait aimé avoir un de ces 3 bateaux construits à Nantes, mais ils n'étaient pas en bon état, et donc la Marine nous a proposé le Maillé-Brézé, qui lui a été construit donc, à Lorient. Alors, pour transformer un navire en musée, c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, je pense qu'il y avait une bande de personnes très convaincues à l'origine de l'association, parce qu'il a fallu quand même réussir à convaincre la marine de vendre le navire. Et ça, c'est quand même un cas qui reste assez unique en France, parce qu'effectivement, on peut visiter des sous-marins, mais pas de navire surface. C'est le seul navire qui est présent toute l'année à Nantes, qui est transformé en musée et en espace événementiel, puisque c'est pas simplement un musée. Il s'avère que c'est le Maillé-Brézé, ça aurait pu être un cargo ou un petit paquebot construit à Nantes. Bon, il s'avère que c'est un bateau de la marine, mais c'est aussi intéressant puisqu'à l'époque, on le voit ici, au niveau des décors, hein, tout était visible, hein, il n'y avait pas d'informatique, donc il n'y avait pas d'écran, donc tous les cadrans, tous les câbles, tout le matériel micro et électronique que l'on voit, sur le nouveau bateau qu'on a pu visiter à Saint-Nazaire, il n'y a plus grand-chose, hein, c'est des boîtes de conserve avec des ordinateurs, alors qu'ici, que ce soit au niveau extérieur et intérieur, voilà, il y a un décor de cinéma hein, que les visiteurs peuvent apprécier lors des visites du musée. On fait le lien d'ailleurs avec les Machines de Lille, puisqu'on est là pour parler du patrimoine nantais autour des chantiers navals, hein, puisque c'est quand même une grande histoire de la ville de Nantes, c'est son épopée avec les chantiers navals, qui a duré depuis plus de 3 siècles. Et on est là pour montrer aux Nantais et aux visiteurs du voyage à Nantes ce qu'on construisait à Nantes et le fait qu'on construisait des bateaux dans les chantiers de Nantes pendant plusieurs siècles. Et puis voilà, c'est un témoignage quand même un témoignage d'une époque pour voir comment vivaient les marins à bord à cette époque-là.
C'est vrai qu'on a affaire à des guides, je ne parle pas de moi simplement, mais souvent des guides qui sont passionnés, hein, soit des anciens marins, puisqu'on a quelques anciens marins qui ont même navigué à bord de ce bateau, qui assurent la visite, et donc ils ont bien sûr des anecdotes à raconter, des histoires à raconter, hein. Ce n'est pas simplement un descriptif technique, on essaie de sensibiliser les visiteurs à la vie à bord, comment se passait la vie à bord, et à toutes les histoires, les anecdotes qu'on peut vivre sur un bateau comme ça. Alors là, vous vous trouvez aux machines de Lille, implantées sur l'ancien site des chantiers navals depuis 2007. Les chantiers navals, les chantiers de Dijon qui ont fermé leurs portes en 1987. Et donc les machines de Lille, c'est un lieu touristique où on va présenter plusieurs projets, puisque c'est un endroit où en fait on va venir tester des machines avec le public. Donc des machines voilà, qui sont en fait des prototypes. Donc on va les tester les unes après les autres. Et voilà, toutes ces machines-là sont destinées après à partir ailleurs dans des vrais projets, etc. Les machines de Lille ont existé parce que c'est dans un grand projet de réaménagement urbain de l'île de Nantes. Tu n'avais plus rien ici, tu avais des friches industrielles qui ne servent plus à rien. Et donc il y a eu un sort d'appel d'offres en fait, pour réaménager l'île de Nantes. Et des projets ont été retenus, dont le projet des machines de Lille avec Pierre Ouefis et François de la Rosière. Le tout premier projet, c'est le Grand Éléphant, qui est né en 2007. 2 ans et demi de construction, une centaine de personnes, ça représente 70 000 heures. Il fait 12 mètres de haut et 48 tonnes et demie. Et on va fêter ses 18 ans en juin prochain. Voilà, c'est un ado. Et donc on appelle ça une machine de ville. Donc c'est une machine pour en fait se balader et redécouvrir la ville avec un autre œil et sous un autre angle. Donc, quand les personnes sont sur son dos ou dans son ventre, n'ont pas le même point de vue que ceux qui sont au sol et qui vont le découvrir. L'éléphant aussi, c'est une des seules machines qui a une vraie interaction avec le public. L'interaction, c'est l'eau. L'éléphant, il peut cracher de l'eau. Et ça va créer en fait une interaction avec le public qui va le voir en haut ou qui va être à l'intérieur. Le carrousel des monts marins a ouvert en 2012. Dans le carrousel des monts marins, on va trouver 36 machines réparties sur 3 niveaux. Vous allez trouver le fond marin, les abysses, la surface de la mer. Tous les animaux sont inspirés des animaux de la nature, avec une sorte de réinterprétation, mais on va trouver aussi des animaux fantastiques, notamment à la surface de la mer. C'est pour raconter un peu l'histoire maritime et portuaire de la ville de Nantes, puisque voilà, Nantes a été un port commercial pendant très longtemps, puis les chantiers navals, et puis la Loire, et puis Jules Verne. Enfin, c'est très important de raconter tout ça. Et aussi, on fait un hommage à l'art forain. L'art forain, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser différentes techniques scéniques, différentes techniques décoratives pour amener le spectateur, en tout cas le public, dans un spectacle. C'est-à-dire qu'on prend place sur un des manèges, on devient acteur. Ce sont des manèges spectacles. Et nous, après, à l'atelier, on commence à fabriquer le squelette métallique. En parallèle de ça, il y a aussi tout ce qui est hydraulique, tout ce qui est robotique, tout ce qui est électrique, les fluides. Il y a tout un tas d'autres corps de métier qui rentrent en ligne de compte, qu'il faut aussi qui travaillent en parallèle du métal. Et puis ensuite, après ça, il y a la partie bois qui fait en fait comme la peau en fait pour se rapprocher du dessin en fait quoi. On se met un peu tous au service d'une machine et ça on sent qu'il y a un but commun. Donc ça fédère des énergies qui sont assez agréables. Et puis le fait que derrière ça accouche d'un spectacle auquel moi ça m'arrive de participer, on arrive un peu au bout d'un processus, on commence vraiment au début de la machine puis on le mène vraiment jusqu'au bout.
Il y a aussi ce côté que c'est que des prototypes, on ne fait pas de machines en série. Donc on est constamment en train pas de réinventer, mais de faire quelque chose de nouveau. Le regard sur les machines est hyper important, c'est ça qui va donner vie en fait à la machine. C'est les détails qui font qu'une machine a l'air vivante. Ça passe par le traitement couleur et puis ça passe aussi par les yeux et les effets. Le mouvement des ailes, le mouvement de la tête. Et comme la tête, elle n'est pas automatisée et que c'est nous qui la gérons en tant que marionnettistes, donc c'est nous qui lui donnons vie, et c'est nous qui lui donnons vraiment de l'expressivité. Et tout de suite, en fait, t'es transporté et t'as ce béon géant qui vole au-dessus de toi et t'es là, waouh. En fait, toutes nos machines ne servent à rien du tout. Les machines ici, en fait, elles sont juste destinées à faire rêver les gens, à leur remettre dans un état d'enfance, à s'émerveiller, à pas trop se poser de questions et puis à retourner à cet état d'enfant. C'est juste ça, ça ne sert à rien. C'est vraiment le fait que ça bouge et de voir après, petit à petit, se former cette machine qui prend vie un peu tout au long de l'année. Il y a des étapes plus impressionnantes que d'autres, forcément, mais oui, après il y a une certaine fierté de la voir après déambuler et puis de voir aussi l'imaginaire que ça crée. Et puis après en spectacle, il y a une certaine forme de magie quand même. Donc, on est quand même assez fiers de ça, hein, c'est sûr.